Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Mon podcast Passion sans modération est un podcast centré sur la culture gastronomique de France et d'ailleurs. Il explore la fibre artisanale et créative en mettant en lumière des artisans, des chefs, des auteurs, des foodpreneurs, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. Ce qui m'émerveille à chaque épisode, c'est de découvrir à quel point mes invités sont dévoués à leur art et à la culture culinaire. Aujourd'hui, dans ce studio, j'ai la chance de recevoir Noémie Bourrier, autrice culinaire et animatrice du podcast Mijoter. Bonjour Noémie. Coucou Virginie. Ruzou, créatrice de Fleurs en guimauve et elle sait formidablement mélanger gourmandise et poésie. Bonjour Ru. Bonjour. Rodrigue Barcillon, chef du restaurant réunionnais Othé dans le 11e arrondissement. Bonjour Rodrigue. Bonjour à toutes et à tous. Et Karine Baudry, directrice sourcing et création pour la maison Nunchen et présidente du jury Thé du Monde de l'AVPA, l'agence de valorisation des produits agricoles. Bonjour Karine. Bonjour Virginie et bonjour à toutes. Alors Ru, on commence avec toi parce que tu as apporté des merveilles. Pourquoi tu as choisi de travailler la guimauve ? Qu'est-ce que cette matière permet que d'autres univers sucrés ne permettent pas ? Alors, moi, je travaille la guimauve. Alors, c'est pas de la guimauve comme la guimauve qu'on connaît depuis notre enfance. Moi, je utilise de la gélatine végétale, donc la texture n'a rien à voir. Et puis, pour que ça soit moins sucré et meilleur pour notre santé, j'utilise du jus de pomme naturel. Donc, réduit, ça fait du sirop naturel. Voilà. Très bien. Et l'aventure a commencé quand ? Alors, pourquoi on se dit on va faire des fleurs en guimauve ? Quelle a été ta réflexion ? Alors, pourquoi je fais des fleurs en guimauve ? Moi aussi, je suis surprise de ça. Alors moi, j'ai un CAP bac cuisine, donc j'ai toujours fait du salé avant. Ma vie, elle a changé en 2020 quand j'ai eu mon fils, donc tout a basculé. Et il fallait que je trouve quelque chose d'autre à faire que de la cuisine, parce que la cuisine, c'est un métier très compliqué. Et en tant que femme dans cette société, des fois, on doit faire des choix. Et donc, il y a 2 ans, j'ai découvert sur les réseaux ces guimauves qui sont originaires des pays de l'Est. Donc, j'ai découvert de moi-même et j'ai appris de moi-même pendant 2 ans. J'ai élaboré ce projet et voilà. Et aujourd'hui, donc ça fait combien de temps ? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et oui. Tu fournis qui exactement ? Est-ce que c'est des particuliers ou c'est de l'événementiel ? Est-ce que tu as une boutique ? Voilà, parle-nous de ça. Alors moi, je travaille principalement en B2B avec les professionnels, les marques, les entreprises et je fournis également aussi les mariages pour les particuliers. Alors, j'ai pas de boutique. Moi, on me commande des fleurs selon l'événement et je livre en Île-de-France pour l'instant. Merci. Alors, on parle de cuisine, on parle de boutique. Rodrigue, j'ai eu la chance de venir dans ton décor. Donc, dans le 11e, Othé, c'est quoi le concept ? Alors, Othé, c'est un restaurant qui propose une cuisine réunionnaise, d'inspiration réunionnaise. Je ne suis pas réunionnais, justement, j'ai découvert la cuisine et je me suis perfectionné en passant mon CAP quand j'étais à La Réunion. Et j'ai eu cette envie en revenant à Paris, en ayant découvert cette culture culinaire extrêmement riche, extrêmement variée, de faire découvrir à ma manière ces plats qui sont assez peu connus en fait en métropole. Et donc cette idée à la fois d'être chef, parce que j'avais cette passion qui m'animait depuis extrêmement longtemps par rapport à la cuisine, et aussi d'entreprendre, m'a conduit à me dire un peu de chaleur et de gaieté de la Réunion au quotidien, faire de la cuisine, ça me plaît. Ouvrir un restaurant, ça semble être le mix parfait. Et donc ça fait 2 ans ça fera 2 ans demain
Oh. On est ouvert, c'était le soft opening, on est ouvert officiellement le 26 juin 2024. Et c'est un projet que je porte depuis quasiment 4 ans, en fait, depuis mon retour de La Réunion, où j'ai commencé rapidement à élaborer, conceptualiser, à trouver mes associés avec qui j'ai monté ce projet. On a été également suivi par un incubateur, parce que ne venant pas du monde de la restauration, on avait ce besoin de savoir qu'on prenait les bonnes décisions, qu'on allait dans la bonne direction. Donc voilà, OT, c'est une cuisine réunionnaise, un bistrot réunionnais. Et on vous accueillera tous avec grand plaisir au 46 rue Jean-Pierre Timbaud, au niveau de la petite place avec la fontaine entre Parmentier et République. Et en fait, on rentre, c'est hyper coloré. Il y a du rouge, il y a du bleu, et tu vois tout de suite sur le bar les bouteilles de rhum arrangé. Ah bah Ça va happer. Ça, c'est vraiment on met les bouteilles, on a nos macérations en cours, on essaye de jouer avec ça, d'être un peu, d'avoir de la variété. J'ai remis en bouteille avant-hier 3 nouveaux parfums, et donc on fait des jarres de 4 litres. Donc au-dessus du bar, on a 80 litres de rhum arrangé, effectivement, et on a ces couleurs pop qui reprennent les couleurs du drapeau de la Réunion, donc le rouge, le bleu, le jaune sur le sol, pour apporter un peu de gaieté, et la façade est noire qui rappelle l'aspect en fait volcanique et le côté île vivante, île intense, qui est d'ailleurs le slogan de la Réunion. Donc on a essayé de mettre tout ça dans ce petit restaurant, et voilà. Faut y aller. C'est vraiment très, très chouette. Alors là, on était donc en plein voyage, dans l'évasion, l'essence, la chaleur. Toi, Karine, tu es spécialisée en sensorialité avec le thé. Est-ce que tu te souviens du tout premier thé qui t'a provoqué une émotion sensorielle forte ? Ah oui, peut-être il y en a deux pour deux raisons différentes. Il y en a un. J'ai l'occasion d'accompagner en fait des groupes dans des voyages autour du thé. Et donc là, c'était lors d'un voyage à Darjeeling. On avait passé du temps pour arriver, prendre l'avion, changer, grimper en voiture. Et on est arrivé un peu exténué, déboussolé. Puis les personnes, c'est toujours très joyeux pour moi de les emmener et de capter cette émotion qui est quand même forte, parce qu'on est dans l'Himalaya et on s'est posé dans ce bungalow, fatigué. Et là, il y avait une lumière incroyable, et la personne m'a apporté une tasse de thé. Ils ont l'habitude, et depuis longtemps, donc ça c'était il y a plusieurs années, de proposer le thé dans des tasses transparentes. Et on voyait en fait la lumière se refléter et passer dans cette liqueur c'était un Darjeeling de printemps, donc hyper vive. Et je me souviens précisément, quand je l'ai mis en bouche, l'explosion des arômes, l'explosion même des textures, cette sensation, elle est ancrée chez moi, et elle est même ancrée comme une émotion positive. Quand je suis un peu dans un moment plus stressant, je me reconnecte à vraiment cette tasse de thé qui était magique. Magique. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette sensation, quand je sélectionne les Darjeeling de printemps, de retrouver en fait une émotion où c'est vraiment des thés qui sont très fleuris, avec des nuances un peu zestées, comme un feu d'artifice. Et ce feu d'artifice, me reconnecte à chaque fois à ce moment-là. Tu nous as emmenés. Là, tu nous as embarqués. On était loin. Merci beaucoup, Karine. Noémie, alors, le métier de créatrice de recettes reste assez flou pour beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, moi, dans mon quotidien, je crée des recettes pour une application qui fait de la livraison de courses en ligne. Donc, en fait, vraiment, mon métier, c'est de développer des recettes avec des produits du quotidien, pour qu'elles soient testées, validées, faites dans un temps imparti, foolproof, comme on dit en anglais. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de développement, de recherche et de développement de recettes de cuisine pour le grand public. Concrètement, comment tu fonctionnes ? Alors concrètement, je passe mon temps en cuisine, dans un bureau qui est à la fois avec des ordinateurs et à la fois avec une cuisine, aménagée.
Et en fait, je fonctionne avec des desiderata. Je vais, par exemple, devoir créer plusieurs recettes avec un certain type de protéines ou avec un certain type de féculents. Et ensuite, j'ai une petite toile d'araignée qui se dessine dans ma tête entre de l'inspiration, des données aussi, tu vois, que j'ai. Et voilà, et je compose, en fait, au fur et à mesure. C'est presque un peu de l'assemblage pour ensuite faire des recettes qui s'ancrent vraiment dans le quotidien des gens. C'est toi qui fais les fiches techniques aussi ou ça passe sur un autre service? Oui, non, je fais les fiches techniques et puis ensuite on fait aussi les photos avec un photographe et une styliste culinaire. Donc c'est vraiment le processus de A à Z entre la pensée, qu'est-ce que je cuisinerais bien aujourd'hui, et le résultat qui se retrouve sur une application, en l'occurrence qui s'appelle Picnic. Donc ça c'est vraiment ce que je fais dans mon quotidien pour payer mes factures. Et à côté je suis autrice culinaire et ça c'est un métier qui est plus, on va dire, plus créatif, plus éditorial et aussi plus ponctuel parce qu'on sort pas des livres de cuisine tous les ans, même si certains y arrivent. Moi j'aimerais beaucoup, mais c'est un peu moins le cas. Il faut être sacrément prolifique. Ouais. Et du coup, par exemple, les 3 dernières recettes que tu as créées pour Picnic? Alors, les 3 dernières... Oh, j'ai fait tout récemment une soupe. Alors, en fait, c'est un bouillon coco et cacahuètes avec des nouilles de riz et énormément d'aromatiques. Mais l'idée, c'est que tu la consommes, tu sais, en plein été quand il fait très chaud. Donc, tu vas rajouter, en fait, des glaçons dedans. C'est une mode, un peu, il y a une trend sur les ice soups. Et en fait, c'est super sympa parce que tu as ton bouillon, mais qui est quasiment glacé. Et tes nouilles qui t'apportent, tu vois, quand même du carburant. J'ai fait d'autres recettes. Là, on est en plein printemps-été, donc on a revisité beaucoup de bagels et de wraps. Et je me suis inspirée, je ne sais pas si vous connaissez le tuna melt, qui est un sandwich américain très connu. Alors, c'est du thon et de la mayo, assez blindé, tu vois, en mayo. Et en fait, tu as du cheddar fondu sur ton pain. Ah, waouh. Et donc, c'est hyper gourmand. Tu as à la fois t'as à la fois le fondu de ton cheddar. Pour ne pas dire fat. Et tu manges la soupe le soir. Exactement. Et en fait, moi, j'ai voulu en faire une version un peu francisée où j'ai fait un osso irati melt avec du poulet effiloché et du confit d'oignon. Donc voilà, c'est une deuxième. Et puis une troisième pour t'en donner une. Sucrée alors une sucrée. On avait fait des recettes en prévision de la fête des mamans et j'ai fait un tiramisu à la fraise. Parce qu'on adore quand même le tiramisu en France, on adore la fraise. Donc voilà, j'ai fait une recette qui mixe les deux. Super, tu nous as bien donné faim. Merci beaucoup, Noémie. Ru, alors quand on lance un concept aussi singulier, comment on fait comprendre sa valeur au marché? Comment tu te fais connaître? Comment tu te rends crédible, visible, désirable? Alors, moi, je fais des salons professionnels. J'ai fait l'année dernière le salon du mariage pour toucher les particuliers. On cherche toujours des nouveautés, que ce soit un mariage, un anniversaire, un baptême. Pour les particuliers, on cherche toujours des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, j'ai fait le salon du mariage. Ensuite, j'ai fait pour les professionnels Event Paris, donc à Porte de Versailles également, pour toucher tous les professionnels dans l'événementiel. Ça a marché? Alors, salon du mariage, un peu moins. Event Paris, ça a cartonné. On adore entendre ça. On adore quand ça marche. Merci beaucoup. Rodrigue, quels sont les 3 plats phares qui résument le mieux la culture et l'âme réunionnaise? Alors, on en connaît un, mais... Enfin, normalement, oui. Mais raconte-nous. Fais-nous saliver. La Noémie, tout à l'heure, elle nous a fait saliver. Alors évidemment, il y a le rougail saucisse, qui est, je pense, le plat le plus connu, qui est vraiment réunionnais, mais qui est apparu dans beaucoup de cuisines également. Vas-y, continue. Donc le rougail saucisse, évidemment. Donc c'est des saucisses qui vont être d'abord roussies dans des oignons, de l'huile, quelques aromates. On rajoute ensuite de la tomate. Pour ceux qui veulent un peu de curcuma ou non, un peu de piment ou non. Il y a beaucoup de batailles autour du rougail saucisse, mais comme autour de plats extrêmement traditionnels. Et en fait, chacun a sa recette. C'est Il y a vraiment... de la bataille. Ah, le rougail saucisse, oui. C'est vrai? Taille du rougail saucisse. Ouais. Ah non, on le Chacun voit son rougail. sur les réseaux sociaux, justement. Il y a un compte qui est extrêmement drôle où il va analyser un peu comment les gens font des rougail saucisses. Et c'est vrai que même pour un oreille, il y a des choses qui me choquent. Pas de crème fraîche dans le rougail. Donc le rougail saucisse, vraiment, au-delà d'être un plat, c'est devenu un objet culturel et d'identité forte, de ce que j'ai compris en fait de ce plat-là. Il y a également les bouchons. Pour moi, c'est peut-être
le truc que je préfère vraiment, c'est les petits raviolis. Donc c'est la diaspora chinoise qui est arrivée sur l'île de la Réunion, qui a importé les siomai. Donc qu'on connaît tous, les petits raviolis un petit peu pas fermés sur le dessus. Et donc les Réunionnais ont décidé de transformer ça, d'appeler ça des bouchons, parce que quand on les retourne, ça fait un bouchon de champagne. Donc ça vient de là, le nom bouchon. Ça, c'est vraiment le snack qu'on trouve absolument partout. Nous, on les fait maison, on ajoute du kombava frais, du poulet, du soja, plein de l'ail, du gingembre, pour vraiment faire quelque chose d'hyper gourmand et de puissant. Et ensuite, le dernier plat, je pense que c'est un plat qui est un peu moins connu, mais moi que j'adore, parce que il utilise une épice qui est peu assimilée à la cuisine salée, c'est le canard à la vanille. Donc utiliser de la vanille dans du salé, et notamment avec du canard, c'est une dame qui s'appelle Eva Hannibal, qui est à une ferme auberge à Brapanon, qui a créé cette recette dans les années 80. Et on peut encore aller, elle est très vieille, elle doit avoir plus de 90 ans, mais on peut encore aller manger chez elle, elle sert encore, et elle sert ce fameux canard à la vanille. Et donc c'est un plat qui est exceptionnel, qui est d'une profondeur, et qui pour moi me rappelle vraiment... me rappelle vraiment la Réunion et me fait un peu voyager quand j'en mange. J'essaye de le faire en ce moment à la carte. J'arrive pas totalement à trouver l'équilibre, à retrouver ce côté un peu Madeleine. Alors c'est peut-être aussi la distance et le lieu qui fait que c'est pas le même, et donc du coup ça n'a pas forcément le même goût. C'est en mijoté ? Ouais, c'est en mijoté. La cuisine de la Réunion, au global, elle va être vraiment autour des mijotés. Il y a les rougailles, donc c'est fait à partir de viande transformée, donc saucisses, morue, boucané. Les caries, à partir de viande fraîche, poulet, crevettes, voilà, toutes les viandes fraîches en fait. On va avoir les plats plus d'inspiration indienne, donc les cabri masalé, agneau masalé, donc pareil, on est encore sur des mijotés, mais on va avoir plus d'épices encore, et donc ça va être encore plus puissant. Et ensuite, on va avoir également les civets, donc assez inspirés de la cuisine métropolitaine, d'Hexagone, donc avec mijoté dans du vin. Et ensuite, il y a toute la partie un peu snack, qui est là vraiment le melting pot, enfin qui symbolise le melting pot de la Réunion, les samoussas, les bouchons, le poulet sur le bord de la route, et qui est en fait inspiré du char-siu chinois. Voilà, les sautés de nouilles, qui sont également des plats qu'on mange le dimanche, le hachar, qui va être cette salade cuite ou fraîche qu'on achète sur le bord de la route. Donc vraiment, il y a vraiment principalement des mijotés, et après on a vraiment autour de produits assez identifiés, mais assez qui viennent un peu de partout. J'avais mangé le hachar à l'aubergine. Ah, le rougail bringel. Bringel. Pas alors aubergine, en réunionnais on dit bringel, et donc j'avais appris ça. Le rougail, en fait, ce qui est difficile parfois à expliquer, c'est qu'il y a rougail et rougail. C'est-à-dire il y a le rougail qui est le rougail saucisse. Donc c'est mijoté avec la saucisse fumée ou saucisse fraîche, les oignons, la tomate. Et il y a aussi les rougailles, qui sont des condiments qu'on apporte à côté, et donc qui sont généralement des condiments à base de fruits ou de légumes. Donc rougail bringel, rougail aubergine, rougail oignon, rougail tomate, rougail mangue, rougail ananas. En fait, on fait un peu les rougailles qu'on veut, parce qu'à la Réunion, le piment, globalement, il va venir s'apporter à côté de l'assiette. Il va pas venir s'apporter dans le plat directement. Ce qui est souvent, moi, une question que j'ai, c'est piquant. Je dis non, c'est pas piquant. C'est parfumé, et le piment, il va venir à côté. Donc les rougailles, c'est aussi ces petits condiments qu'on apporte à table, et donc qui viennent donner un peu de caractère et de puissance et de fraîcheur. Voilà, mon préféré, moi, c'est le rougail concombre. Je trouve que c'est incroyable avec le rougail saucisse. Incroyable. Bon, ok, parfait. Karine, toi, tu présides le jury thé de la VPA. Qu'est-ce que cette mission représente pour toi, humainement et culturellement ? Disons qu'elle représente presque le sens même pourquoi je fais ce métier. C'est-à-dire que à travers la mission de la VPA, c'est de soutenir, d'encourager, de promouvoir les producteurs, notamment aussi particulièrement les petits producteurs, mais pas que, de thé. À travers cette mission à la VPA, alors déjà humainement, dans le groupe de la VPA, j'honore vraiment les personnes qui travaillent et qui mettent tout leur cœur pour justement travailler à la promotion et d'organiser toute cette approche qui met en valeur, qui met en lumière le travail des producteurs de thé, qui est considérable. Donc,
et je les remercie sincèrement. Et aussi, humainement, bien sûr, je suis très souvent en contact avec les producteurs, je me déplace très souvent parce que ça fait partie de mon métier. Donc, je sais à quel point ce métier est incroyable, mais aussi compliqué et difficile, et à quel point il est méconnu. Donc, grâce à la VPA, on a, alors à travers un concours qui a lieu une fois par an, mais en fait au quotidien, c'est justement de faire presque le trait d'union, le passeur de talent, de courage, et de gratifier vraiment ces personnes qui nous permettent de déguster c'était d'avoir de l'émotion que j'ai pu raconter tout à l'heure. C'est grâce à évidemment, c'est grâce à la plante, grâce au sol, mais c'est aussi grâce au talent des personnes après qui vont les transformer. Donc c'est tout ça, et vraiment la VPA le fait divinement bien, et c'est un travail acharné qu'on a, et je suis fière, honorée de pouvoir y participer. Merci Karine, merci pour eux. Noémie, alors sur cette table, j'ai un livre qui donne tellement envie, qui s'appelle Food Moods, 5 ambiances, 80 recettes. Comment tu fais le lien, toi, justement, entre état intérieur, humeur, cuisine, gastronomie? Comment tu l'as créé, ce livre? Alors, je l'ai créé parce que, justement, pour moi, la nourriture est indissociable des émotions, et des émotions qu'elle nous provoque surtout. Tu vois, Rodrigue, tu parlais par exemple de ce canard à la vanille que tu as mangé chez une dame, ou tu parlais de l'émotion quand tu bois ton thé. Et je trouve qu'en fait, tout dans la nourriture nous évoque soit un souvenir, soit une sensation nouvelle, tu vois, qui va nous marquer pour le futur. Et en fait, moi, ce livre de cuisine, quand je l'ai pitché à la maison d'édition, j'ai vraiment dit, j'en ai un peu marre des livres de recettes qui sont entrée, plat, dessert. Pour moi, la nourriture, c'est plus une envie, un mood, une vibe que tu as envie d'avoir dans ton moment sur la table. Et c'est pour ça que je l'ai défini plus en chapitres. Et donc, tu vois, le premier, c'est la flemme, parce que souvent quand même avec on a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E. Voilà, parce qu'on a la flemme de cuisiner. En fait, j'ai juste pensé à moi, ce que ça m'évoque dans mon quotidien. Donc il y avait la flemme, il y avait la convivialité, la nostalgie de l'enfance, le voyage, parce que je trouve que il y a rien de mieux que de découvrir des nouvelles saveurs, un ailleurs. C'est une super porte d'entrée culturelle, la nourriture. Et aussi, le dernier chapitre, c'était un peu pour pondérer le tout. C'était je vais à la salle, parce qu'on est tous là souvent à faire un peu la balance et à se dire c'est bien de se faire plaisir, mais l'équilibre est important. Et pour moi, la nourriture, c'est ça. C'est vraiment une question de plaisir et d'équilibre et de sensations et d'émotions. Très bien. C'est toi qui as fait les photos, du coup? Oui, alors c'est une photographe professionnelle avec qui je les ai faites. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le stylisme culinaire. Vous connaissez peut-être la discipline, mais c'est vraiment rendre le plat appétissant, mais aussi très réaliste. Et voilà, c'était un super exercice. Bravo. Merci beaucoup. Ru, alors, moi, j'aimerais qu'on parte un petit peu dans l'opérationnel. Comment tu fonctionnes? Combien de temps ça met pour fabriquer? Combien dure la DLC? Voilà, où tu te sources, où tu crées, voilà, raconte-nous. Ok. Dans les coulisses. Dans les coulisses. Alors, comment je fonctionne? Les clients en général me contactent via les réseaux ou par mail. On discute énormément de leurs événements, des couleurs, s'ils ont des inspirations, un mood board à m'envoyer pour que je puisse m'inspirer de leur événement. Ensuite, pour toutes les fleurs que je n'ai jamais créées, je crée un test. Je leur envoie. Ils me valident ou pas, ou s'il y a des choses à changer, on change, jusqu'à la validation de la fleur. Ensuite, nous validons sur devis. Moi, les créations, tout dépend de ce qu'on souhaite. Si on veut plusieurs bouquets de fleurs ou des centaines de cadeaux pour les invités, une pièce montée, il faut minimum 1 semaine avant, vraiment minimum. Après, moi, je crée les fleurs, je les livre. C'est une délio de 3 semaines. Il n'y a pas de conservateur ni additif ajouté à l'intérieur. Au-delà de 3 semaines, la texture et l'arôme changent. Donc, la texture durcit un petit peu. Et l'arôme s'en va aussi. Voilà.
Ok, quand tu dis quand c'est des fleurs que je n'ai pas encore créées, donc ça parle de quoi? De design, de couleur, d'arôme? Comment tu... Alors, moi, principalement, je Comment crée t'arbitres tout ça? des roses, des hortensias, des pivoines, des tulipes. C'est des fleurs assez classiques. On peut me demander des lys, d'autres fleurs que je ne crée pas. Oui, exactement. Parce qu'on n'aime pas forcément tous la même fleur, les mêmes couleurs. Donc on peut me demander tout type de fleurs. Alors, si je peux créer, je fais un testing et j'envoie. Voilà. Et en termes de goût, du coup, tu dis donc il y a le sucre avec la pomme, tu mets des arômes. Oui. Oui. Alors, tout est créé à base de jus de pomme parce que, justement, je veux pas que ça soit trop sucré. Mhm. Et puis, j'ajoute de l'arôme. Alors, si demain, vous sortez un parfum au jasmin, je peux très bien mettre de l'arôme de jasmin pour apporter cette association avec la sortie de parfum. Oui, donc ça peut être du jasmin, ça peut être de la rose, Oui. ça peut être de la fève de tonka, voilà, Exactement. tout ça, on peut... Donc, en fait, on peut faire une vraie création sur mesure. Exactement. Et pour le visuel et pour le goût. Exactement. Tout est personnalisé selon l'événement. Super, merci. Rodrigue, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'ouverture de ton restaurant? Le plus difficile, il y a deux choses. Et c'est pas forcément lié à l'ouverture. C'est lié au quotidien. C'est la régularité. C'est-à-dire avoir la même exigence et la même tous les jours les mêmes produits et la même qualité sur chaque produit, avec des personnes différentes qui le font, qui produisent et qui vont venir envoyer et dresser. Et le deuxième, c'est encore de la régularité. En fait, c'est la régularité d'avoir du personnel et une équipe stable. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, parce qu'il y a une réalité, c'est que du lundi au samedi, à midi on ouvre jusqu'à 14h30. Le soir on ouvre de 19h à 22h30. Donc il faut qu'on ait le bon nombre de personnes avec nous. Donc c'est vrai que stabiliser l'équipe, c'est l'élément le plus compliqué, et c'est, je pense, le plus grand challenge qu'on a aujourd'hui, nous. Mais je sais que c'est aussi quelque chose qui est partagé par beaucoup de... Oui, j'allais te poser la question, parce que c'est la problématique de recrutement en ce moment dans la filière. Exactement, donc c'est trouver des méthodes, un cadre pour pouvoir justement avoir des personnes de confiance, leur donner suffisamment aussi les valoriser pour qu'ils se sentent faire partie de l'équipe, faire en sorte qu'il y ait vraiment une osmose dans l'équipe, mais qu'il y ait aussi un cadre et des règles qui soient respectées. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien et qu'on adapte aussi, parce qu'on ne fait pas forcément tout bien, mais on essaie de faire au mieux. Donc ça, vraiment, c'est cette régularité à la fois sur la nourriture et sur l'équilibre de l'équipe. Parce que c'est vrai qu'au début, on fait un peu sans compter. Donc on faisait, je pense que les premiers mois, on était à 90 heures semaine, chacun, les 3 associés. Donc ça va au début, parce qu'on a cette espèce d'émulation, cette envie, cette nouveauté où de toute façon, tout est nouveau, donc tout est à faire. Et tout est exaltant. Et tout est exaltant, mais les mois passent et l'usure se fait quand même sentir. Durée, ouais, voilà. C'est même plus c'est pas un marathon, c'est un Ironman en fait, ce métier, quoi. Ouais. Donc il faut essayer d'avoir des personnes sur qui on peut se reposer. Déléguer et faire en sorte que le projet continue d'avancer, il se développe, et parce qu'il y a toujours des choses à faire. Bien sûr. Merci beaucoup, Rodrigue. Karine, alors on parle de projet, je crois, il y a l'ouverture d'une boutique qui arrive, tu nous racontes. Fait. Alors, en effet, donc la maison Nunchen est vraiment une marque plutôt axée B2B, où on travaille depuis plusieurs années plutôt à fournir les restaurants, les hôtels, les établissements de cette approche, ou des épiceries ou des choses comme ça, mais on n'avait encore pas notre lieu de B2C, donc pas notre boutique. Nous allons l'ouvrir en septembre dans le quartier des Batignolles, rue Le Mercier. Et cette grande joie, donc c'est très exaltant, très intéressant. Je te rejoins, Rodrigue, on est fébrile, et je pense qu'on y met beaucoup d'énergie à tout préparer. Moi, ce qui me
m'exalte aussi, c'est que, donc, avant ça, je travaillais dans un atelier, puisque mon métier, c'est de déguster très régulièrement pour sélectionner, c'est de faire des créations autour du thé, puisque dans le thé, les plantes, il y a des mélanges, il y a parfois des arômes ajoutés, etc. Donc, il y a aussi toute cette partie création et partie formation, et pour ça, j'ai un lieu. Et ce lieu va se trouver juste dans le prolongement de la boutique. Et donc, ça va être très joyeux de pouvoir partager tant avec les clients, de proposer aussi, de reprendre toutes les formations que je proposais avant et des formations qui sont quand même plus axées sur les sens, puisque je viens de cet univers. Et c'est d'aborder, et donc quand tu parlais, Noémie, des émotions, c'est vraiment ça, puisque c'est aussi le côté ennuyeux de proposer le thé du matin, le thé de l'après-midi, mais plutôt je te rejoins tellement sur le thé de l'émotion, c'est de se dire comment on se sent et qu'est-ce qu'on veut, et d'avoir en fait cette approche et ces conseils pour pouvoir lier la compréhension du sensoriel avec la compréhension du thé. Formidable, merci. Noémie, alors toi, tu as un podcast qui s'appelle Mijoter, on est quand même raccord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu explores en fait les cultures culinaires à travers le voyage ? Oui, avec plaisir. En fait, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des expatriés qui sont nés et qui ont grandi ailleurs jusqu'à leur jeune âge adulte dans d'autres pays, puis qui se sont installés en France. Et j'adore explorer avec eux le rapport justement à leurs racines via la cuisine. Souvent, ils ont des plats d'enfance, des plats doudous, des saveurs qu'ils n'arrivent pas à retrouver ici, des saveurs qu'au contraire, ils arrivent à reproduire en justement faisant un peu leur petit micmac. Et je trouve que la table et la cuisine est vraiment l'un des plus grands vecteurs de transmission culturelle en fait qui existe. Et là, ce que j'aimerais beaucoup commencer à explorer, c'est cette transmission, mais entre générations. C'est-à-dire quand on a des parents issus de l'immigration, issus de pays étrangers, et que nous, on est nés en France et qu'on y grandit, et comment on navigue en fait entre ces saveurs et comment on évolue autour de cette table familiale qui est faite de plusieurs identités. Et donc, je trouve que en fait, le lien entre nourriture et culture, il est indissociable. Et comment tu fonctionnes ? Tu vas chercher tes invités ? Comment tu tournes ? À quelle fréquence ? Où on peut l'écouter ? Alors, au tout début, en fait, je prenais vraiment un peu de la distance plus sain. Enfin, j'allais chercher des potes, en fait, enfin, tu vois, ou des amis dont je savais que voilà qu'ils étaient nés et qu'ils avaient vécu à l'étranger. Ensuite, le podcast a un peu tourné, donc on a commencé aussi à me contacter. Parfois, c'est quand je veux vraiment aborder un pays en particulier, je me mets un peu en recherche. Typiquement, tu vois, tout ce qui est nourriture d'Océanie, Madagascar, La Réunion, je trouve que c'est passionnant et j'ai pas encore d'invité là-dessus. Donc c'est, voilà, ça, je l'ai en tête. Et pour la fréquence, alors je l'ai justement rebaptisé Mijoter pour ça. C'est que moi, c'est un podcast qui prend son temps. Parce qu'avant, c'était Métropolite. Oui, c'était mais Métropolite. EAT. Je trouve ça génial. à la fin. Ouais. Parce que l'idée au tout départ, c'était qu'avec mon invité, j'aille découvrir un restaurant censé être valable et censé vraiment reproduire la cuisine de son pays d'origine. Donc, c'était hyper intéressant en ça. Mais ensuite est arrivé le Covid. Et donc, on a tous, malheureusement, eu affaire à des restaurants qui ont été obligés de se mettre en pause. Et les gens se sont énormément retournés vers la cuisine maison. Et donc, je me suis dit, je vais plus axer maintenant sur de la recette de cuisine. Et le nom, je sais pas, toi, par exemple, quand tu as commencé ton podcast, mais en fait, je trouve que parfois, tu as envie de changer. Il y a un truc, ça te correspond plus. Tu as un nom que tu as aimé à un moment. Et puis, tu vois, dans la vie, on change de relation, on change de coupe de cheveux. Moi, je me suis dit, vas-y, je change de nom de podcast, en fait. J'en peux plus de ce nom. Et mijoter me paraissait être super parce que je pense que dans le monde entier, on sait ce que c'est un mijoter. On fait des mijotés. Et surtout, voilà, ça prend le temps. Donc, je garantis jamais les nouvelles sorties d'épisodes. Mais abonnez-vous. Et comme ça, voilà, vous serez tenus au courant. Merci beaucoup, Noémie. Alors, Karine, moi, j'aimerais que tu me parles des accords mets et thé. Ah oui. On parle beaucoup de mets et vins. Oui. On fait aussi beaucoup de mets et café, mets et thé. Comment tu fonctionnes ? Alors,
Donc en effet, puis avec joie, aujourd'hui je vois que ça commence à susciter de plus en plus d'intérêt. Ça fait longtemps que j'essaye de persuader les chefs, les sommeliers. Et jusqu'à présent, le vin prenait quand même le pas. Alors déjà, pourquoi c'est intéressant de créer, de travailler sur des accords avec le thé? Parce que le thé, c'est souvent une boisson pas assez connue, mais ça vient d'une plante avec des variétés différentes, donc qui peuvent s'apparenter comme au cépage du vin. Chaque variété a sa typicité, a son profil. Cette plante, elle pousse dans un lieu, donc bien sûr, elle va s'enrichir et trouver sa personnalité par rapport à ce lieu, donc par rapport à l'endroit où il pousse, la terre, l'altitude, le vent, l'ensoleillement, etc. Donc, bien sûr, il y a une notion de terroir qui est très marquée. Et comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, après, il y a une transformation. Cette transformation, donc vous connaissez, on parle de thé blanc, de thé vert, de thé noir, de houblon, thé jaune, etc., des puers. Donc, il y a ces différentes catégories qui viennent, en fait, c'est toujours la même plante, mais ça vient de la transformation de la feuille. Donc, en fait, on joue, et par cette transformation, on explore une typicité des tanins qui vient naturellement de la feuille de thé. On explore une typicité des arômes qui vient bien sûr du terroir, de la plante, mais aussi de la façon dont la feuille est transformée. Donc tout ça, on joue sur une palette aromatique, mais même une palette sensorielle qui est très vaste, et le but, c'est pas de comparer au vin, mais qui est largement aussi vaste que le vin. Donc tout ça permet de se dire, bien sûr, pour un accord, c'est une évidence qu'on peut jouer avec un accord. Et en fait, avec le thé, on va même plus loin. C'est que on joue même sur des façons d'extraire la feuille, donc c'est sur des façons de préparer le thé et des façons de le boire, puisqu'on peut consommer le thé, on l'a classiquement sur un thé chaud ou tiède. Et on peut aussi, bien sûr, le consommer froid, température ambiante ou plus froid. Et tout ça, on joue ça avec les accords. Et notamment avec les accords, moi, quand j'ai commencé à faire les premiers accords, mais donc il y a quelques années, ce qui m'a vraiment touchée, c'est en fait quand on associe un plat avec une boisson tiède, et la fusion qu'il y avait entre les deux. Parce qu'il se passe quelque chose quand la boisson est tiède. En fait, que ce soit du fromage, par exemple, qui est froid, ou le fait d'avoir une boisson tiède, ça fait fondre la matière grasse. Donc, ça fait exploser les arômes qui sont enfermés dans la matière grasse. Et puis après, il y a une synergie, une communion, un mariage qui se fait avec les arômes du thé, avec la texture du thé, exactement comme quand on construit un accord avec le vin. On cherche en fait des réactions, des synergies, des communions, ou au contraire des choses qui s'ajoutent, qui fusionnent ou qui exhaustent. En fait, c'est vraiment c'est un travail même de chimie, puisque la matière grasse va atténuer la sensation des tanins. Enfin, voilà, telle note ou l'acidité va exhauster tel type de note. Donc tout ça, en fait, dans les accords, comme on le faisait avec le vin, il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas avec le thé. Et la dernière chose, c'est aussi sur la posture, en fait, d'un sommelier. Évidemment aussi, comme j'adore manger la gastronomie, etc., je me fais plaisir et je vais dans des jolis endroits où souvent il y a la proposition d'accords avec le vin, où le sommelier nous raconte, et j'adore l'écouter, de partir dans ses explications, et vraiment, ça fait partie de l'expérience. Et si on ne boit pas d'alcool, eh bien, il y a quelques années, rien ne se passait, le sommelier nous abandonnait et on disait j'ai aussi besoin d'avoir une frustration. Complètement. Bien sûr. Alors, en fait, avec le thé, il y a bien sûr une proposition, donc c'est pas contre le vin, c'est juste une proposition qui est différente et qui a la particularité de pas avoir d'alcool. Donc parfois, c'est ce qui influence le choix, mais pas que. C'est juste de vivre une autre expérience gastronomique. Donc avec le thé, on joue sur ces mariages. Donc on n'a pas un thé, un mets, on a
un autre thé, un autre mets par ce mariage, et c'est ça qui est incroyable. Et le sommelier peut raconter la même histoire, puisqu'il peut parler de terroir, il peut parler de la typicité, il peut parler des producteurs, moi les sommeliers avec lesquels je travaille, mais évidemment comme je vais chercher le thé, je peux parler précisément des personnes qui le font, je peux aller dans les détails, dans les anecdotes, et c'est ça en fait qui participe. C'est pas juste on boit un thé avec un plat, c'est qu'on vit une expérience. Et cette expérience, on la vit aussi à travers le voyage qu'on va faire, où presque la personne va nous transporter dans les champs de thé et comprendre d'où ça vient, et ça apporte une dimension qui est waouh. Donc c'est ça. Donc je milite depuis des temps pour vraiment accompagner, parce que là pour le coup il faut accompagner, parce que c'est pas encore assez connu. Donc accompagner, expliquer et aider aussi les établissements à choisir les thés, à construire les accords au départ, puisque c'est souvent une palette de thé qu'on n'a pas toujours l'habitude de connaître. En tout cas, on sent cet amour vivifiant de la transmission. Alors justement, madame, il y a quelque chose sur cette table. Est-ce que tu peux nous faire une petite expérience ? Bien sûr. Raconte-nous. Alors, je reviens tout juste du Laos, où je travaille sur un projet qui est financé et soutenu par l'AFD, l'Agence française de développement, et où des ONG sont là pour aider en fait les producteurs de thé et de café à vivre du thé. Et en fait, le thé, ce qui est intéressant, c'est que c'est une culture qui est par rapport à d'autres cultures, qui ne consomme pas beaucoup d'eau, qui peut être assez autonome, dans lequel si l'agroforesterie est bien, dans lequel il n'y a pas besoin de traitement. Donc c'est plutôt vraiment une production, une culture qui est très vertueuse, et on cherche vraiment à développer ça au Laos. Et là, c'est un thé qui vient d'être produit, que j'ai ramené donc il y a 2 semaines, qui vient d'une région de Nhiot Thu, qui est vraiment une toute petite région tout au nord du Laos, complètement collée avec la Chine. Et donc, c'est un thé blanc qui vient de théiers qui poussent dans la forêt. Donc, avec une biodiversité incroyable, des arbres, une agroforesterie, de l'ombre. Enfin, alors évidemment, ça pousse plus doucement, mais ça pousse au rythme de la nature. Et donc là, les producteurs mettent tout leur cœur pour justement essayer valoriser ce thé. Donc, je vais le mettre à infuser. Donc, ce que j'utilise là, c'est un gaiwan. Vous voyez que j'ai bien rempli le gaiwan de cette feuille de thé. Le gaiwan, c'est le récipient ? Exactement. C'est ce petit récipient qu'il y a souvent en Chine. Le principe, par rapport à un autre type d'infusion en théière qu'on a l'habitude d'avoir, c'est qu'on va charger, en fait, le dosage va être beaucoup plus élevé. Là, vous voyez, c'est rempli de feuilles. Bon, elle est légère, hein. C'est rempli de feuilles et je mets assez peu d'eau. Donc, je vais diminuer en fait le temps d'infusion. Et par ce temps d'infusion, comme il y a beaucoup de feuilles, j'ai infusé peu de temps. Il reste encore des choses dans la feuille de thé. Donc, je vais infuser une nouvelle fois. Et de cette façon, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste une autre façon d'explorer le thé. Et je vais l'explorer au fur et à mesure des infusions. Je vais l'explorer avec la première infusion, la deuxième infusion. Et à chaque fois, il y a en fait un parcours sensoriel qui est différent. Et là, on peut goûter déjà ou pas encore ? Oui, alors je vais... Hop, l'eau est un peu moins chaude. Oui, parce qu'on a beaucoup papoté. On a beaucoup papoté. Donc, de toute façon, là, je transvase. Ah oui, déjà, il y a une couleur quand même. Et ce récipient-là, il a un nom particulier alors, aussi ? C'est un pichet, Ok. tout simplement, ou un pot de réserve. L'idée, c'est comme il y a beaucoup de thé, que je fais infuser peu de temps, il faut que le temps d'infusion soit vraiment arrêté. Donc, à un moment donné, je transvase pour ensuite avoir le temps tranquillement de servir les petites tasses pour les personnes qui vont boire le thé. Et ensuite, je peux la remettre de l'eau, puisque là, je vais laisser un peu plus longtemps, puisque l'eau est pas très chaude. Donc, on joue, en fait, pour préparer un thé, on joue, comme c'est une extraction, on joue sur la température de l'eau, le temps d'infusion
et le dosage. Et tout ça, en fait, c'est des paramètres, comme en cuisine, où on joue pour se dire qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui, comment j'ai envie de l'avoir, à quel moment. Plus d'huile, plus d'épices, plus d'herbes aromatiques, c'est exactement la même chose. Plus de gras, plus... ouais. Est-ce qu'il va être plus puissant, plus doux, Voilà, on joue. Donc déjà, on joue quel thé on va prendre et après, comment je vais le préparer. Grosso modo, il y a combien de références de thé, alors de catégories de thé, parce qu'on parle beaucoup de thé de couleur, noir, vert, blanc. Il y a 6 catégories officiellement, mais il y a des catégories qui se rajoutent. Le centre de recherche de Taïwan, par exemple, rajoute une nouvelle catégorie, mais plus classiquement, c'est le thé blanc, le thé vert, le oolong, le thé noir et un thé sombre. On a aussi le thé jaune qui est moins fréquent. Et à chaque fois, c'est des transformations qui sont différentes. Et donc, en fonction de ces transformations, eh bien, la couleur du thé se transforme. Donc, ou elle reste verte ou elle brunit. Et les arômes se transforment par des réactions d'oxydation ou de fermentation. Alors, est-ce qu'on peut goûter, Madame Baudry ? Bien sûr. C'est délicat, c'est beau. Oui. Donc, tu es dans le thé depuis combien de temps, Karine ? Ça fait un peu plus de 20 ans. Et en fait, je suis arrivée dans le thé parce que j'ai commencé dans l'univers des odeurs, des parfums et des arômes. Et le thé m'a fascinée justement par cette richesse avec les arômes. Et donc, plutôt que de retravailler des arômes et de copier la nature, j'avais plutôt envie de l'explorer. C'est tout doux, c'est agréable. Oui, parce qu'on a quand même une image, alors dont on se détache de plus en plus, mais l'image des vieux thés de la Twinings. Voilà, de la grande industrie agroalimentaire, qui sont soit fades, soit hyper amers. Enfin, du coup, on boit juste pour avoir une boisson chaude dans la bouche, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà. malheureusement, parfois le thé, c'est ça la référence. Et donc, souvent, dans mes dégustations, mes formations, mes rencontres, les personnes me disent « je suis désolée, j'aime pas le thé ». Et pour moi, ça me pose aucun souci parce que très souvent, une fois qu'on raconte l'histoire, qu'on fait déguster différents thés, très souvent après la personne, et même c'est ça qui m'a touchée au départ, de l'aider aussi à mettre des mots sur ses perceptions. Ça permet aussi de savoir quel thé va nous correspondre. Et c'est vrai que 99% des fois, en fait, la personne dit oh, « waouh, en fait, oui, j'adore » et me retrouve après en disant « maintenant, je bois tel type de thé ». Et ça, c'est vraiment joyeux. Et ça, à chaque fois, moi, je le fais vraiment en pensant très clairement aux producteurs qui le font. Oui, en passant du temps avec eux, on ne peut pas faire autrement que d'avoir envie, en fait, de les aider à vivre de ça. Merci beaucoup, Karine. Alors, tu parles de producteurs. On bascule sur Rodrigue. Avec quel producteur tu travailles ? Est-ce que tu fais tourner les producteurs avec lesquels tu travailles, j'imagine, donc de La Réunion ? Comment tu as sourcé tes produits ? Alors, comment j'ai sourcé les produits ? Il y a toute une catégorie de produits, effectivement, comme les épices, le rhum. Je dissocie aussi la vanille parce qu'on travaille avec une vanille vraiment d'exception d'un producteur qui s'appelle Maison Louis Lecnig qui est à Saint-Philippe, donc le lieu où est fabriquée, où pousse la vanille à La Réunion, vraiment sur la face sud de l'île, sur les pentes où il y a eu les coulées de lave, et donc ça donne aussi une terre hyper riche, donc où poussent les lianes de vanille. C'est une orchidée, la vanille, donc c'est des lianes. Donc, on travaille donc avec des épices, des thés de La Réunion aussi, vraiment assez thé et tisane de La Réunion, avec la maison, le labyrinthe enchanté. Oui, ils font des très jolies choses. Ouais, ils font des trucs incroyables. Labyrinthe enchanté. Ouais. Avec du géranium aussi. Ah, l'infusion géranium rosate, elle est exceptionnelle, et c'est celle qu'on, je pense, vend le plus au restaurant. Et donc non, on essaye sur certains produits de travailler vraiment avec des produits et des producteurs qu'on connaît, qu'on a été rencontrés justement quand on a été avant l'ouverture du restaurant à la rencontre de ces producteurs pour savoir comment ils travaillaient, pour juste comprendre, connaître le produit et pouvoir l'expliquer aussi après.
Après, on travaille également avec les rhums. On travaille avec la maison Isotier, la distillerie Savannah, qui sont 2 des 3 distilleries de l'île de la Réunion. Savannah, on a travaillé depuis le départ avec eux. On a eu la chance d'aller visiter leur distillerie, de goûter des rhums qui ont des dizaines d'années. Comprendre vraiment comment est fait chaque rhum. Eux, ils ont un rhum particulier qui est un rhum de macération longue. C'est-à-dire, de fermentation longue. Il va fermenter pendant 7 jours avant d'être distillé. Enfin, la canne va fermenter pendant 7 jours avant d'être distillée. Donc, ça lui donne un goût assez incroyable. La distillerie est près de la mer. Donc, on a l'impact des embruns marins, du sel dans les rhums. Donc, c'est assez étonnant. Waouh. Sur ce rhum-là, c'est exceptionnel. Donc, sur certains produits très précis, on va travailler avec des producteurs de la Réunion. On propose également la Dodo, qui est la bière de la Réunion. Donc, c'est la Bourbon, mais tout le monde l'appelle la Dodo. Je l'ai goûtée, elle est très très bonne. Ouais, c'est une bière vraiment de soif, fraîche. Moi, c'est la bière qu'on prend sur la plage ou après une randonnée dans ma fat. Il y a un côté rafraîchissant et voilà, c'est une bière qui se boit facilement. Après, sur l'ensemble de nos produits, notre positionnement au restaurant, c'est de proposer une cuisine qui va être abordable en termes de prix. De surcroît, dans cette période où aller au restaurant, ça devient de plus en plus un luxe. Et donc, on ne peut pas faire des prix qui sont trop élevés à travailler avec des produits qui seraient trop premium. Donc, nous, on a préféré travailler avec des fournisseurs et des distributeurs classiques de Rungis sur la majorité des produits qu'on travaille. Alors après, on essaye de faire au maximum attention sur le type de produit et comment ils sont faits. Mais vraiment, notre volonté, c'est aussi de faire un prix abordable. Et donc, on préfère se focaliser sur des produits qui ont une forte valeur ajoutée liée à la Réunion, sur quelques références, et derrière, avoir des produits plus communs. Après, de toute façon, du poulet, ça reste du poulet, que ce soit à la Réunion ou en métropole. La tomate, pareil. La seule petite chose, c'est parfois on nous demande de la saucisse de la Réunion. Ça, on aimerait bien en avoir pour le rougail saucisse. Après, vu les volumes qu'on passe, ça serait trop compliqué et en fait, il faudrait faire des cargos et donc même, ça n'aurait pas forcément trop de sens. C'est quoi le ticket moyen, grosso modo, du resto, d'un repas ? Le ticket moyen, le midi, on va être aux alentours de entre 16 et 20 euros à peu près. On a une offre le midi où le rougail saucisse, on le fait à 12,50 €, justement pour que les gens qui travaillent dans le coin, ils viennent prendre à emporter, ils viennent manger sur place rapidement. On sert assez vite, c'est l'avantage des mijotés aussi. C'est qu'on peut avoir une efficience assez bonne en termes d'envoi. Et le soir, on va monter un peu plus. On va plus être autour des 28, 32 € à peu près, parce qu'on a vraiment du coup toute une carte donc les rhums arrangés. On a une belle carte de cocktails. On a une petite carte des vins. On a l'entrée à partager qui est une planche avec toutes les petits snacks de la Réunion. Marche vraiment très bien. Donc on peut avoir un panier moyen qui va augmenter un peu. Et puis même on veut faire un lieu chaleureux, un lieu d'accueil où le soir on met des bougies, on tamise un peu plus la lumière. Donc on veut que les gens ils passent un meilleur moment. On arrive en maillot de bain ou pas ? Non, malheureusement non. On avait eu l'idée au début de faire un coin, on mettait du sable quelque part. On s'est vite rendu compte que c'était une idée toute pourrie. Mais non, donc il y a vraiment ce côté le soir, on va passer un peu plus de temps, les gens vont rester plus longtemps, donc ils vont un peu plus consommer. Bien sûr. Bistrot le soir, cantine le midi, un petit peu, on essaye de naviguer dans ces eaux-là. Mais oui, donc sur les produits, on a de la chance d'avoir un sujet qui est la Réunion où il y a des produits vraiment exceptionnel. Et donc c'est hyper cool de pouvoir travailler avec la vanille. Moi je trouve que c'est le produit qui me fascine le plus avec lequel on travaille. On ouvre une boîte, une petite boîte en verre là, il y a une odeur dès qu'on l'utilise, que ce soit dans des desserts, des cocktails. C'est incroyable. Et quand on sait le temps que ça prend, la difficulté que c'est de polliniser de une année sur deux, voire une année sur une, il y a un cyclone qui l'année dernière, avec le cyclone Garance, il y a eu énormément de pertes. Donc la vanille va en pâtir, pas cette année, mais dans 3 ans, parce que globalement, la vanille est commercialisée 3 ans après qu'il y a tout le temps de pousse, de séchage, d'affinage.
Donc il y a une difficulté dans ce produit de le produire et d'en avoir un produit de bonne qualité, que quand on travaille avec une vanille exceptionnelle, c'est incroyable. Merci Rodrigue, merci beaucoup. Ru, est-ce que tu peux me donner l'exemple d'un ou plusieurs événements, d'un ou plusieurs clients qui t'ont marqué, de la relation que tu as créée avec eux autour de ton produit si poétique? Alors, un événement, c'est une organisatrice d'événements qui m'a contactée pour sa cliente qui a une marque pharmaceutique française qui commercialise dans les pharmacies. Alors, pour leur événement, elle voulait quelque chose qui marque le coup, qui surprenne. Donc elle m'a demandé de créer le nom de leur marque avec des fleurs. Donc c'est 4 lettres. Et fallait habiller ces lettres avec les fleurs. Et j'ai trouvé ça très original et j'ai beaucoup aimé parce que ça changeait un petit peu de ce que je proposais. Et elle voulait vraiment quelque chose de unique pour ses clientes. Et donc, on a travaillé pendant 1 mois sur ce projet, sur les couleurs, sur les fleurs, sur la taille des lettres. Parce que le nombre de clients aussi, tout dépend du nombre d'invités qu'on a. Donc ça, c'était un événement qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup adoré. Et un autre événement, c'est quand j'ai débuté. Donc je démarche comme je peux, beaucoup par mail. Et beaucoup d'échecs par mail. Sur 100 mails, les lois de l'entrepreneur. Oui, voilà. Moi, je connais pas du tout ce monde. Et puis, je commence toute seule. D'ailleurs, je suis encore toute seule. Donc, je fais vraiment selon mes moyens et je fais comme je peux. Et je démarche par mail. Et des centaines de mails envoyés. Puis, un jour, quelqu'un me répond. Et je me dis, waouh, ça fonctionne. Donc, c'est le gérant du Grand Rex, donc le plus beau cinéma du monde, quand même, qui a beaucoup aimé mon concept et il a fait des cadeaux pour la fin d'année. Donc, il m'a commandé 70 bouquets de fleurs. Et c'était mon premier challenge. Donc, j'ai commencé... peut-être 5 mois après que j'ai commencé, c'était mon premier challenge et c'était impressionnant. Bravo. Merci. Bravo. Bah oui, c'est ça aussi l'événementiel, c'est que c'est à chaque fois varié et puis tu aimes créer. Exactement. Donc tu fais pas quelque chose de standardisé ou d'uniformisé. Donc, exactement. Super. Noémie, quelle place la création culinaire, les contenus culinaires prennent aujourd'hui avec tous ces réseaux sociaux qui s'emballent? Ouais. Alors, bon, moi, j'ai un avis assez personnel sur le sujet. Vous allez me dire adore les avis personnels. Si vous vous y retrouvez. Moi, j'ai l'impression que, comme pour toutes les thématiques dans les réseaux sociaux, en fait, on a énormément de contenu, on en est abreuvé. Moi, je retiens pas grand-chose in fine, et je nous mets tous au défi. Je pense qu'on a plein de contenus enregistrés. Si on parle de recettes de cuisine, je pense qu'on a des tonnes de contenus enregistrés que peut-être en fait on ne fera jamais. Jamais. Donc on regardera jamais. D'ailleurs. Ouais. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être ça peut donner de façon très fugace, en 2 secondes, une inspiration. Où on va se dire, ah oui, tiens, pommes de terre, crème fraîche, j'y penserai, ça reviendra à un moment. Mais in fine, je trouve qu'il y a finalement rien de mieux que la transmission, soit par l'oral ou la proximité d'avoir la recette d'une tante, d'une grand-mère, de sa maman, ou un livre de cuisine qu'on peut feuilleter, laisser dans son placard pendant 3 mois. Et puis tiens, un jour on reçoit des invités et on se dit, ah, je vais peut-être réouvrir celui-ci, etc. Donc j'ai l'impression que d'avoir finalement tant à portée de main, je ne sais pas si ça nous apporte vraiment grand-chose in fine. Nous noie.
En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai dans ma consommation personnelle. Et je pense que, en fait, moi, l'une de mes réflexions, c'est que je me dis, je passe en ce moment moins de temps à scroller et plus de temps alloué avec une personne vraiment dont je me dis, encore une fois, je rebondis sur cette histoire de canard à la vanille, parce que je me dis, imagine si quelqu'un vraiment se met à côté de cette dame, regarde tous ses gestes, regarde tous les détails qu'elle fait, qu'elle te dira jamais parce qu'ils sont même pas conscientisés elle les a même pas conscientisés, c'est juste elle le fait d'une certaine façon. En fait, je trouve que ça vaut 1000 recettes d'influenceurs qui ont énormément d'abonnés et qui ont sûrement des très bonnes recettes, mais qui finalement sont noyées dans une masse infinie, quoi. En tout cas, merci, parce que je me disais, quand j'ai pris ton livre dans ma main, je pense que ça fait au moins 6, 7, 8 mois que je n'avais pas feuilleté un livre de cuisine. Voilà, ça fait plaisir de refeuilleter. Et franchement, ça m'a fait un plaisir dingue. Et puis je me suis projetée différemment. Et moi, je suis une ancienne prof de lettres, donc du coup, le livre en lui-même, la matière me plaît. Te plaît. Alors justement, clôture, premier épisode, première partie. Deuxième partie, donc oui, effectivement, j'ai été 12 ans prof de lettres. Ok. Donc là, je vous lis un passage et je vous pose une question ensuite, mais qui est toujours abordée d'une manière ou d'une autre. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Noémie, elle a les yeux qui pétillent. En fait, j'ai les yeux qui pétillent parce que dès la première lecture de ta phrase, j'ai tout de suite su de quoi ça parlait. 1922. Moi, personnellement, ma Madeleine de Proust, c'est une recette que ma grand-mère, donc ma nonna, qui était italienne d'origine. Dédié le livre, oui, j'ai vu. Tout à fait, ouais. Elle était italienne d'origine, mais elle s'est installée en Normandie, dans une région bien du cru, quand elle avait la vingtaine. Et elle a donc dû, surtout à son époque, s'imprégner de la culture vraiment normande. Et elle faisait un lapin à la moutarde absolument incroyable. Donc moutarde et crème. C'est un plat un peu de terroir qui fait pas forcément envie si on le cite comme. Si, ça fait envie. Ça peut être un peu clivant quand même, le lapin, donc j'entends. J'entends. Mais moi, c'est vraiment son plat qu'elle servait avec des tagliatelles. Lapin à la moutarde, c'est ma Madeleine. J'adore. Karine ? Eh bien, moi, je vais rebondir. C'est aussi ma grand-maman, italienne aussi, qui, elle, s'était installée en Alsace, mais je vivais en Normandie, donc on a quand même il y a des petits mélanges points de régions, là. Et alors, elle venait des longs séjours en Normandie chez nous et elle préparait les gnocchis elle-même. Et alors, les gnocchis, mais c'est surtout la sauce qu'elle faisait, elle faisait caraméliser le beurre. Et donc, il y avait un beurre noisette presque épais qui était servi avec. Et en fait, dès que je ressens cette odeur, déjà, je sentais quand elle le faisait. Et puis, j'adorais ma grand-maman. Et ensuite, quand on le mangeait, j'ai vraiment cette impression. Et ça, en fait, ça me touche et ça me rassure. Ça te réconforte. Ça me réconforte. Oui. Et je peux te demander, est-ce que tu as réussi à reproduire cette recette ? Est-ce que tu sais la faire ? Eh ben, en fait, bizarrement, j'ai même pas envie de la faire. Ouais, je comprends. Tu la lui laisses. Parce qu'elle lui est réservée. En revanche, en l'expliquant, parfois dans les thés, je ressens cette odeur-là. Et maintenant, je comprends. Je t'ai offert un thé en te disant c'est mon thé doudou. Ouais. Il y a cette note un peu caramélisée, beurrée, beurre chaud. Et à chaque fois, il me touche. Mais c'est vrai que je me suis jamais lancée dedans presque par timidité. Je comprends. Rodrigue. Alors, j'habitais dans le 18e quand j'étais petit. Et mes parents avaient pour tradition, le dimanche, avec leurs amis, de se retrouver dans un restaurant qui était au début vers la rue Francoeur, qui s'appelle l'Étoile de Montmartre aujourd'hui, et qui s'appelait peut-être aussi comme ça, ils ont gardé le même nom. Et avant que ce soit un café-bar-restaurant assez classique, c'était une famille italienne qui tenait ce lieu, qui était vraiment une cantine. J'ai ces souvenirs-là parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec des amis.
Et je me souviens encore de la fumée de cigarettes et je me suis dit, ça fait quand même quelques temps. Et ça fait du bien qu'il n'y ait plus cette fumée de cigarette. Mais j'ai ce resto, souvenir-là de cette ambiance un peu de vieux films. J'ai l'impression que si on devait me dire les années 60-70, c'était comment? C'était ce lieu-là, quoi, pour avec moi. Lino Ventura, Jean Gabin aux alentours. Et donc, c'était plat unique. Il y avait un buffet d'entrée, plat unique, c'était escalope milanaise, spaghetti, tomates ou frites. Et moi, mon souvenir ultime, c'était la tarte aux pommes en dessert. Je sais même pas la texture. J'ai essayé de recréer cette texture. C'était croquant, fondant, la pomme, une espèce de pâte sablée, mais qui tenait quand même. J'ai essayé de la refaire. Je commence à saisir que le secret, c'est mettre une quantité de beurre absolument on y revient. Astronomique. Mais vraiment, j'ai ce souvenir et je pense que même si j'arrivais à la refaire, elle aurait jamais le même goût, parce que je pense que il y a évidemment le lieu, l'endroit, le moment, le souvenir. Et l'intention de la personne qui m'aide elle-même. C'est ça. Donc voilà, c'est. Mais je sais, si j'arrivais, ça ferait extrêmement plaisir à mes parents de leur faire manger. Mais non, je pense que c'est ce truc-là, parce que c'est aussi lié à un moment. C'était les dimanches. Voilà, c'est ce souvenir d'enfance. Voilà, on a joué au baby-foot après. Merci Rodrigue pour ce souvenir. Et toi, Ru? Alors moi, je suis d'origine chinoise et je suis née en Chine. Alors en Chine, le matin, on mange pas sucré. Tous les Chinois en général, on mange salé, quelque chose qui tient au corps. Et moi, c'est vraiment... alors je sais pas si vous connaissez les brioches bao. Oui. Où on ouvre et puis il y a la viande, l'odeur, la vapeur qui sort. Alors aussi en Chine, on mange pas mal de riz le matin. Donc c'est des bols de riz. Alors c'est du riz gluant et à côté on a une sauce qu'on met dedans et c'est ça. Alors c'est quoi cette sauce? Alors c'est un jus avec dedans de la viande hachée et des champignons, des morceaux de champignons qu'on met à l'intérieur, qu'on met dans le riz et accompagné souvent d'une brioche qui s'appelle youtiao. C'est des brioches frites, croustillantes de l'extérieur, moelleux de l'intérieur. Et souvent, le petit déjeuner de chez moi, c'est ça. Super. Comment on dit bon appétit en chinois? Alors, on ne dit pas bon appétit en chinois. On dit... on n'a pas... Quand vous mangez quelque chose Quand on mange quelque chose, on dit « hao chi », on dit « mange correctement ». Ah oui, d'accord. Mais pas correctement où on se tient correctement, mais mange correctement, mange à ta faim, mange, voilà, c'est ça. Mange bien. Oui, mange bien. J'aimerais que vous complétiez la phrase. Pour moi, cuisiner, c'est. On va commencer par Rodrigue. Pour moi, cuisiner, c'est explorer et créer. Vraiment, c'est faire avec peu d'éléments ou pas les éléments d'une recette ou autre. Essayer de trouver une espèce d'équilibre, de simplicité. Je pense que vraiment où j'essaye d'aller maintenant, c'est d'aller vers le plus simple, parce que le plus simple, c'est souvent, comme on dit, le plus dur. Oui, c'est vrai. Mais quand on aime cuisiner, on a tendance parfois à venir mettre trop d'éléments, trop de trucs techniques qui vont pas servir à grand-chose, et à pas forcément valoriser le produit qu'on a. Et en fait juste des légumes revenus avec un peu d'huile, un peu de beurre, un peu de sel, quelques épices très légères dessus, c'est excellent, et on découvre vraiment la profondeur du produit. Non, explorer la simplicité, je pense que c'est vraiment ce que j'essaye de me dire en fait maintenant, là où j'essaye d'aller quand je cuisine. Noémie? Moi, je dirais que cuisiner, c'est montrer mon affection. Quand je cuisine, souvent, alors je peux le faire pour uniquement moi, mais j'aime beaucoup le faire pour partager, pour une tablée. Et donc, ouais, cuisiner, c'est dire aux gens que je les apprécie. Alors moi, c'est vraiment méditatif. Parce que c'est une vraie connexion avec les légumes. J'adore éplucher les légumes, j'adore les sentir. Donc c'est vraiment une connexion aussi, un recentrage, très clairement.
et une reconnexion avec mes sens. Alors, j'ai quand même l'odorat qui est un sens pour moi important. Et c'est aussi, par cette reconnexion, vraiment, c'est aller mon intuition. La créativité, bien sûr, mais je suis incapable de suivre une recette. C'est en fait un terrain d'expression où je me mets dans une bulle et c'est presque thérapeutique pour moi. Et j'adore vraiment. Ru ? Alors, cuisiner, pour moi, c'est partager et exprimer son amour. Parce que souvent, quand on reçoit des gens, on a envie de faire ressentir cet amour à travers ce qu'on fait, à manger, de partager autour d'une table ce qu'on fait. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion ? Karine. La passion, pour moi, c'est une union avec l'être. C'est la joie, la fébrilité, les convictions aussi. Et à partir du moment où, pour moi, il y a une conviction, la passion peut vraiment s'exprimer. Et la passion, c'est la vie. Pour moi, c'est ce qui m'apporte du sens, du bonheur, du partage aussi. C'est grâce à la passion qu'on rencontre des gens, qu'on a une belle communion, oui. Et c'est la vie. La passion, c'est la vie. Ru ? Je te rejoins. Je trouve que la passion, c'est la vie. C'est la manière où on peut s'exprimer, la manière à travers la passion où on arrive à toujours se dépasser, toujours créer, toujours avoir cette vie. Merci. Rodrigue ? Je dirais que c'est l'éternel optimisme. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau, ça. Ouais, c'est vrai. C'est toujours, on sait qu'on va y arriver, qu'on va avancer, quelles que soient les difficultés, être dans cette positivité. Parce que sinon, je pense que ça bloquerait avant. Et on termine avec toi. Ouais, je pense que ça vous rejoint tous. Moi, je dirais, c'est ce qui nous anime, c'est l'animation, en effet, d'un être. Et je trouve que quand on est passionné, je pense qu'il y a tous des moments où on se dit, mais en fait, il y a des gens, ils sont plus tranquilles, tu sais, genre, ils n'ont pas tout ça à gérer et tout. Et toute cette effervescence, en fait, à l'intérieur. Ouais, donc parfois, elle peut être un peu dévorante, quoi, en quelque sorte. Mais en fait, elle est tellement bénéfique. Et d'ailleurs, dès qu'on finit un projet, finalement, on retrouve tout de suite l'énergie pour se remettre dans un autre. Et donc, ouais, animation. Tu sais qu'anima, ça veut dire âme. Voilà, tout à fait. C'est lié. Merci. Alors, je vais conclure que j'ai écrit par mon humeur et grâce à vous. J'ai toujours voulu mener ce podcast comme une célébration de la gastronomie sous toutes ses facettes, accessible à un large public, qu'il soit curieux, néophyte, amateur ou connaisseur. Aujourd'hui, 2 mots résument cet épisode, l'émotion et le vivant. J'ai adoré vous recevoir avec votre capacité à vous réinventer, à repousser vos limites et à défendre ces belles valeurs qui me rappellent à quel point cette profession est un véritable acte de passion et de conviction. Ensemble, nous avons exploré comment la gastronomie et le goût résonnent fortement avec le cœur et l'âme. Merci Noémie. Merci à toi. Merci Karine. Merci beaucoup de téléphone. Merci Rodrigue. Merci beaucoup. Merci Ru. Merci à toi. Et surtout, continuons à créer, à nous émerveiller et à nous amuser au travers de cette passion débordante. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.